Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes sur RT1. Voici les titres de cette édition. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le ministre français des Finances a été reçu hier jeudi par le président de la République Alassane Ouattara. Le renforcement de la coopération ivoiro-française et la stabilité du franc CFA sont entre autres les sujets qui ont été abordés lors de cette rencontre. La 15e réunion des ministres des Finances de la zone France est ouverte ce matin ici à Abidjan. Cette rencontre biannuelle regroupe plusieurs sommités du monde de l'économie et des finances. Et puis les principaux accusés dans l'affaire des disparus du Novotel, dont le général Bruno de Boblé, ancien chef de la garde républicaine ivoirienne, ont été condamnés à des peines allant de 6 à 20 ans de prison. Nous vous le disions dans nos titres, en visite de travail en Côte d'Ivoire, le ministre français des Finances a été reçu hier jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Le renforcement de la coopération ivoiro-française et la stabilité du franc CFA sont entre autres les sujets qui ont été abordés lors de cette rencontre. Traoré Chimama, Jérôme Kofi Abolé. Sur la voie qui mène à l'émergence, le soutien de la France ne fera pas défaut à la Côte d'Ivoire. C'est cet engagement que Michel Sapin, ministre français des Finances, est venu réaffirmer ce jeudi au président Alassane Ouattara. Entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire forte, c'est une histoire aujourd'hui qui se construit sur des bases très solides, en particulier compte tenu de la manière dont la Côte d'Ivoire a retrouvé de la stabilité, la Côte d'Ivoire a retrouvé une capacité de croissance. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui, sous votre présidence, une volonté de modernisation. Et c'est tout cela que nous devons, en tant que France, pouvoir accompagner. Il y a bien entendu la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de programmes de stabilité. Vous discutez avec le Fonds monétaire international. La France vous appuie dans ces discussions et sera présente pour permettre une mise en œuvre dans de bonnes conditions de ces programmes qui sont nécessaires, qui seront utiles à la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi abordé des sujets très concrets puisque les entreprises françaises sont présentes ici, qu'elles travaillent bien sûr en souhaitant elles-mêmes faire des affaires, mais elles le font avec la volonté d'aider aussi au développement économique, au développement urbain de votre pays. De la stabilité de la zone franc. Il a été également question lors de cette rencontre, surtout que Michel Sapin est à Abidjan pour prendre part à la réunion des ministres de la zone franc. La zone franc, elle n'est pas la zone de la France, elle est la zone de l'Afrique. C'est une monnaie, ce franc CFA, qui appartient aux Africains et c'est aux Africains de nous faire des propositions s'ils veulent faire des propositions d'évolution. Mais aujourd'hui, c'est une zone de stabilité, c'est une zone de stabilité monétaire, c'est utile au développement de l'ensemble de cette zone et de l'ensemble des pays. Et c'est à cette stabilité que la France veut dire de nouveau son attachement. Avec toutes ces perspectives, on peut dire qu'il y a de quoi rassurer sur la stabilité du franc CFA à l'heure où cette monnaie fait l'objet de nombreuses critiques. À la suite du ministre français des Finances, le chef de l'État a échangé avec la ministre ghanéenne de l'Aviation et la porteuse des messages du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Restons avec Traoré Mahama et Jérôme Kofi Abolé. Au Ghana, le pouvoir a certes changé, mais on accorde toujours un point d'honneur à la coopération avec le voisin ivoirien. Depuis son accession au pouvoir en décembre dernier, le président Nana Akufo-Addo s'y attelle. Ce jeudi, il a envoyé un émissaire auprès de son homologue ivoirien en la personne de la ministre ghanéenne de l'Aviation, Cecilia Abena-Dapa. We came to see Mr. President. Nous sommes venus transmettre une lettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et ça concerne une visite que le président Nana Akufo-Addo prépare en Côte d'Ivoire très bientôt. Les dates sont toujours en discussion, mais les dates, c'est à partir du 5 au 7 mai, c'est-à-dire le mois prochain. Si elle venait à être effective, cette visite sera la deuxième en 2 ans d'un chef d'État ghanéen en terre ivoirienne, prouvant ainsi la vitalité de la coopération ivoiro-ghanéenne.
Le Conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions ont été abordées, notamment dans le domaine de la santé, avec un nouveau vaccin qui verra le jour. C'est le cas du vaccin rotavirus pour lutter contre les maladies diarrhéiques. Jérôme Kofi Abolin. Il a fallu 2 heures d'horloge pour faire le tour de table au Conseil des ministres ce jeudi. Temps jugé utile pour tenir compte de la variété des sujets au menu, des sujets comme celui ayant trait au phénomène migratoire. Selon le porte-parole du gouvernement, sur une population de 13 000 immigrés supposés être de la Côte d'Ivoire, seulement 2 000 sont identifiés en tant qu'Ivoiriens. L'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire a fait état de l'arrivée de 13 000 immigrés ivoiriens sur les côtes italiennes au cours de la période du 1er au 31 décembre 2016. Il s'avère important de noter que sur les 13 000 immigrés présumés ivoiriens, seulement 2 000 ont formellement été identifiés comme étant originaires de la Côte d'Ivoire. Les autres personnes qui se faisaient passer pour des Ivoiriens sont en réalité des nationaux d'autres États de la sous-région. Aussi, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue d'apporter une réponse plus forte à ce phénomène. Il s'agit notamment de l'organisation de campagnes de sensibilisation afin de prévenir les populations contre les phénomènes migratoires illégaux. Il s'agit également de l'établissement d'un cadre technique de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire pour l'identification des migrants présumés ivoiriens dès leur arrivée sur les côtes italiennes. Du renforcement des moyens de répression et de détection des réseaux de passeurs, de la réactivation dans un délai de 6 mois de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO et de l'accélération de la mise en œuvre de l'identifiant unique en Côte d'Ivoire pour une meilleure traçabilité biométrique des citoyens. La diaspora ivoirienne, le Conseil en a fait cas. À ce titre, le Conseil a souligné l'opportunité de la tenue du Forum de la diaspora ivoirienne prévu les 22 et 23 mai prochains à Abidjan. Ce forum est placé sous la présidence du Premier ministre. C'est le deuxième qui se déroulera et il aura pour thème cette année « Diaspora ivoirienne, défi d'un retour réussi ». Il faut indiquer que la diaspora ivoirienne est de plus en plus importante. Elle est évaluée aujourd'hui à plus d'1 200 000 personnes. Elle est jugée globalement plus diplômée que celle de la plupart des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Il a été noté qu'environ 60% des personnes aujourd'hui identifiées au titre de la diaspora ont un emploi. Et aujourd'hui, les transferts de fonds vers la Côte d'Ivoire de cette diaspora représentaient donc à cette date, fin 2014, près de 230 milliards de francs CFA. Et au-delà, la Côte d'Ivoire souhaite que tous ses fils, y compris ceux qui sont à l'extérieur, contribuent à son développement et à la marche vers l'émergence prévue en 2020. Au ministère du Budget et du portefeuille de l'État, on s'attelle à la mise en place de ce qu'il convient d'appeler la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État. Une communication à ce sujet a été entendue lors de cette rencontre. La nouvelle orientation adoptée de la gestion du portefeuille de l'État s'inspire des meilleures pratiques internationales en la matière. Elle vise à déterminer précisément le périmètre privilégié pour l'intervention de l'État et à adapter cette intervention aux objectifs stratégiques de développement de notre pays. La santé, il en a été aussi question au cours de ce conseil. Il importe pour le gouvernement que le vaccin anti-rotavirus soit introduit dans le programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire. L'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination s'inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre les maladies diarrhéiques et les pneumonies chez les enfants de moins de 5 ans. Elle vise à réduire la morbidité et la mortalité infantile liées aux infections rotavirus telles que la tuberculose, la poliomyélite et la coqueluche. Par ailleurs, pour parler des projets de décret, il y a celui au niveau du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en liaison avec le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Ce projet de décret
fixe les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Et Jérôme Kofi Abolé, deuxième grand titre de cette édition. La 15e réunion des ministres des Finances de la zone France est ouverte ce matin ici à Abidjan. Cette rencontre biannuelle regroupe plusieurs sommités du monde de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances, Kodé Adama, situe ici les enjeux de la rencontre. Au cours de votre session, qui s'est tenue à Paris en septembre dernier, vous avez débattu longuement des problématiques de l'efficacité de l'investissement public et du développement du crédit dans la zone franc. Ces échanges ont abouti à l'adoption d'une feuille de route qui fera l'objet d'examen durant cette session. Je me félicite du choix des thématiques que vous aurez à examiner au cours de cette session. Il s'agit de l'examen de la situation macroéconomique et de l'état de la convergence nominale et réelle, donc en zone franc. Cette question est particulièrement importante pour la stabilité et la viabilité de nos monnaies jumelles. Il s'agit également des leçons à tirer de l'expérience des pays africains sur les marchés financiers internationaux. Ces leçons nous seront hautement utiles pour mitiger raisonnablement les effets du retournement actuel des cours des produits d'exportation. Et enfin, de l'initiative donc Compact G20 pour l'Afrique qui offre une opportunité à laquelle nous devons préparer nos pays à en tirer donc le meilleur profit. Je suis convaincu que les résultats de vos délibérations seront à la hauteur des aspirations profondes donc, de nos populations. Notre réunion sera donc l'occasion d'examiner la situation économique des deux grandes zones économiques, j'ai nommé la CEMAC et l'UEMOA, ainsi que celle de l'Union des Comores, et devrait mettre l'accent sur des sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement du socle de la coopération monétaire et la promotion des échanges commerciaux. Par ailleurs, il s'agira de réfléchir sur la nécessité de renforcer davantage la dynamique de l'intégration des marchés des capitaux de la zone afin d'impulser et d'améliorer collectivement et individuellement le développement de nos pays. De même, les leçons tirées par nos différents pays de leur intervention sur les marchés financiers internationaux seront examinées et devront aboutir à l'adoption d'une feuille de route pour une exploitation efficiente. Enfin, une question d'actualité multilatérale de très haute portée pour nos pays, à savoir l'initiative du G20 dit Compact G20 pour l'Afrique, en préparation sera examinée en vue d'explorer les voies et moyens pour en tirer le meilleur profit. Vous l'avez constaté avant, le ministre de l'économie et des finances, Kodé Adama, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a aussi situé les enjeux de cette rencontre. Autre titre de cette édition, les principaux accusés dans l'affaire des disparus du Novotel, dont le général Bruno Doboblé, ancien chef de la garde républicaine, ont été condamnés à des peines allant de 6 à 20 ans de prison, dont 18 ans pour le général Bruno Doboblé. Shmaï Sako. 18 ans de prison pour le général Doboblé Bruno. C'est le verdict de la cour d'assises dans l'affaire des disparus du Novotel. Le commissaire Osé Logué, présenté par l'accusation comme celui ayant achevé l'un des deux Français enlevés, a écopé de 20 ans de prison. Les deux adjoints du général, les colonels Jean Abi et Léopold Okumoudi, ont eux été condamnés à 18 ans de prison. Deux membres du commando ont respectivement écopé de peines de 10 et 6 ans de prison, alors que les 4 autres accusés ont été acquittés. Un verdict difficile à accepter par la défense. On a eu un échec de la procédure d'instruction et même de la cour d'assises parce qu'au jour d'aujourd'hui, après le délibéré, nous ne savons toujours pas qui les a tués et comment ils ont été tués. Pour moi, c'est un échec. Véritablement, je n'arrive pas à digérer cette condamnation. Si Doboblé n'a pas tué, s'il n'a pas enlevé, on le condamne à 18 ans, pourquoi ? Si pour l'accusation et la partie civile, justice a été rendue, le deuil des familles des victimes peut enfin s'achever. Pour les victimes, ce verdict équivaut à une pierre tombale. Ils ne savent pas où est le corps, ils ne pourront pas se recueillir sur un endroit symbolique, mais ils auront ce verdict qui leur permettra maintenant de pouvoir complètement achever ce travail de deuil et de regarder devant.
La défense a indiqué jeudi qu'elle comptait se pourvoir en cassation. Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise post-électorale, 4 personnes ont été enlevées et assassinées. Il s'agit du Français Stéphane France Diripel, son compatriote Yves Lamblin, directeur général du CIFCA, le plus grand groupe agro-industriel ivoirien, l'assistant béninois de celui-ci, Raoul Adeossi, et le Malaisien Chelia Pandian, directeur général d'une filiale du CIFCA. Païsako, du 2 au 5 novembre prochain, Abidjan va abriter la 4e édition du Salon international médical. Cette rencontre va regrouper 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Adrienne Graskando. Mauvais diagnostic, plateau technique vieillissant, manque d'infrastructures de santé. Autant de problèmes décriés dans le système de santé ivoirien. Pour les dames qui vont accoucher, souvent il y a des problèmes de lit, tout ça là. Ils sont obligés de leur donner des papiers pour les évacuer sur d'autres centres. Pour faire les premiers soins, il faut passer la radio. De temps en temps, on dit la radio est en panne, donc il faut attendre. Le malade aussi, il attend. Pour améliorer l'offre des soins aux populations, un salon international de la santé et du matériel médical se tiendra du 2 au 5 novembre prochain à Abidjan. Cette rencontre, qui va réunir 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, sera l'occasion pour les spécialistes du domaine d'échanger sur les questions liées aux dispositifs médicaux. Nous organisons le Salon Médical Expo Côte d'Ivoire, qui est une plateforme au niveau de la santé, où nous permettons à tous ceux qui sont dans le domaine de la santé de se retrouver afin d'échanger autour d'un intérêt commun, qui est la santé de tous les Ivoiriens. Au niveau de Mexi, nous allons avoir nos partenaires qui vont venir, qui vont pouvoir montrer leurs compétences et puis je pense faire des contacts intéressants avec des agents ici en Côte d'Ivoire et puis certainement créer des liens étroits encore plus importants entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. En marge de ce salon de la santé, une rencontre entre acheteurs et vendeurs de produits pharmaceutiques. Nous avons senti qu'il y a un besoin urgent donc en matériel médical, en médicaments au niveau de tous les pays africains, en particulier la Côte d'Ivoire. Nous allons organiser cette rencontre acheteurs-vendeurs pour essayer donc de regrouper tous les Ivoiriens qui sont dans le secteur donc médical pour essayer d'écouter leurs vis-à-vis des étrangers pour pouvoir investir, donc développer le secteur médical en Côte d'Ivoire. Coopération internationale et développement du système de santé en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que va se tenir la 4e édition du Salon international de la santé et du matériel médical. Toujours au chapitre de la santé, l'Institut des agents de santé, INFASDA Bangoro, vient de recevoir ses premiers étudiants et nous allons en parler avec notre reporter Kwasi Mamadou. L'Indénié Djoablin a désormais son antenne régionale de l'Institut de formation des agents de la santé, INFAS. Une antenne régionale qui a reçu ses premiers étudiants cette année. Au nombre de 130, ces étudiants de l'antenne régionale seront formés uniquement au métier de sage-femme et d'infirmier. L'INFAS a pour objectif de former les infirmiers sages-femmes et puis tous les techniciens de laboratoire, PGP, assainissement, kinésithérapeute. Mais pour ce qui est d'Abanguru, on ne forme que les infirmiers et les sages-femmes. Nous avons 100 infirmiers et 30 sages-femmes que nous devons former pour cette année. La visite du ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Kwaku Abina, a été l'occasion pour les responsables de cette structure de présenter des doléances, des difficultés portées essentiellement sur les moyens didactiques. Le ministre Pascal Kwaku Abina a assuré la volonté du gouvernement et du conseil régional à offrir un cadre de travail et de vie sain à ses étudiants. Joignant l'acte à la parole, il a annoncé l'ouverture de nouveaux locaux. L'université à Niansue qui va s'ouvrir quand vous avez des grandes écoles comme l'INFAS et d'autres, le CAFOP supérieur, et puis d'autres choses qui vont arriver. Nous voulons qu'à Banguru se positionne comme un pôle universitaire. C'est ça notre ambition. Et ce sont les prémices déjà que vous voyez. Et nous félicitons le gouvernement et le président parce que tout ceci, c'est dans son programme de développement. Avant l'ouverture de ces nouveaux locaux, c'est avec les élèves du centre de formation professionnelle d'Abenguru que les 130 étudiants de l'INFAS partagent le site actuel.
Elle est tout à fait autre chose à présent. Hier, jeudi saint, c'était la célébration de la Sainte Seine dans les églises catholiques. C'est le début du Triduum pascal marqué par la passion, la mort et la résurrection du Christ. Honorine Kakubla, Anigori. Au cours de son dernier repas avec ses disciples, le jeudi saint, Jésus a institué l'Eucharistie, la Sainte Communion, qui contient son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il a institué également le ministère sacerdotal et procédé au lavement des pieds de ses disciples, signe d'humilité et d'expression d'amour du prochain, afin que les chrétiens en fassent de même. La communauté chrétienne catholique a sacrifié à ce rite religieux le jeudi saint, premier jour du Triduum pascal. Père Ange Pacom Diaya, explication. À travers cette célébration, nous vivrons ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours de Pâques où nous célébrons le mystère pascal, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Le premier mystère que nous mettons en lumière, c'est l'Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Eucharistie. Le deuxième mystère que nous célébrons, c'est le sacerdoce. C'est au cours du repas du jeudi saint que Jésus a institué ses premiers prêtres. Et à côté de cela, le troisième mystère que l'Église demande de pouvoir célébrer, c'est l'amour. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, veut nous montrer que l'homme doit servir l'homme. Nous devons servir notre prochain, comme lui aussi, il s'est abaissé pour pouvoir laver nos pieds. Nous aussi, nous devons nous laver les pieds les uns les autres dans le service, dans le partage, dans l'amour vrai et dans l'humilité. La procession vers le reposoir et le salut au Saint-Sacrement ont constitué les autres temps forts de ce jeudi saint. Ce vendredi, deuxième jour du Triduum pascal, sera marqué dans l'après-midi par le chemin de croix, suivi de la vénération de la Sainte Croix. Et la fête de Pâques approche et les routes sont de plus en plus sollicitées en cette période. C'est pourquoi le ministère des Transports invite les conducteurs et autres usagers de la route à la prudence. Fidèle Aigné, Franck Kouadio. Un grave accident sur l'autoroute. En 2016, une dizaine de morts sur cet axe routier situé à la sortie nord du district d'Abidjan. Partir par la route en cette période de l'année, une inquiétude pour cette jeune dame. En ces temps de fêtes, en tout cas, les chauffeurs roulent très mal. Vraiment, il ne faudrait pas qu'ils endeuillent les familles. La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 6 000 accidents par an, soit 115 accidents par semaine, selon l'OSER, Office de sécurité routière. Des accidents de la route dont 94% sont imputés aux facteurs humains. Le ministère des Transports appelle alors à la prudence en cette semaine pascale. Chacun doit être prudent. Votre imprudence peut provoquer un accident avec quelqu'un qui, lui, est extrêmement prudent. Donc tout le monde est concerné. C'est un message qui s'adresse naturellement aux conducteurs d'autocars. C'est un message aussi qui s'adresse à tous les autres usagers, même ceux qui sont à pied, qui ont à traverser la voie, parce qu'il y a des règles à respecter également. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire salue les actions du gouvernement pour l'éradication de ce fléau. Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement, à travers le débit programme qui aujourd'hui forme ou renforce les capacités de conducteurs, commence à donner des résultats. Nous souhaitons que cela continue. Les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés par an et coûtent plus d'une centaine de milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est parti pour la 4e édition de Pakino Bélier. Cette année, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, qui accueille les festivités. Le top départ de la célébration a été donné par le ministre Jeannot Aoussou Okwayo. Et c'était en présence de notre reporter Abdul Kader Sogodogo Guédouban de RTI Boaké. Pakinou, au cœur de la région du Bélier. Les festivités marquant la 4e édition ont démarré. Pakinou du Bélier se veut un rendez-vous de promotion culturelle et touristique, mais également une tribune de réflexion pour renforcer la cohésion sociale entre le peuple de Côte d'Ivoire qui prône le vivre ensemble. Une vision chère au président Félix Houphouët-Boigny, véhiculée par ses héritiers. Si Dieu a voulu que nous soyons au centre de la Côte d'Ivoire, lieu de passage de tout le monde, c'est pour pouvoir rassembler tout le monde. C'est pour cela que nous nous efforçons
pour que Pakinou soit un créneau, un creuset du rassemblement, un creuset du vivre ensemble, un creuset de la cohésion nationale. Nos parents, à quoi Nana Oufoué, qui les accueillent dans les villages, il faut leur montrer que nous sommes des dignes héritiers de Félix Houphouët-Boigny. Quand ils partent, qu'ils aient encore envie de revenir. Je déclare ouvert Pakinou 2017. Le thème de l'édition 2017 est « Industrie du pagne traditionnelle et émergence de nos régions ». L'invité principal est la région du Poro. Un conclave des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est prévu. Les festivités vont durer 4 jours. Et changeons de sujet, le Royaume de l'Arabie Saoudite apporte son appui financier pour l'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée du Plateau. Près de 2 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'Arabie Saoudite. Wilfried Herman Djivé. 3 millions de dollars, soit 1 milliard 800 millions de francs CFA. C'est le montant du chèque offert par le Royaume d'Arabie Saoudite, incarné par son Altesse le roi Salman bin Abdul Aziz, serviteur des 2 saintes mosquées au gouvernement ivoirien, en vue d'achever les travaux de construction de la grande mosquée du Plateau. L'édifice religieux compte parmi les plus belles infrastructures de la commune d'Abidjan, un don qui célèbre l'excellence des relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire, un geste fortement apprécié par la communauté musulmane. Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, c'est pour nous l'occasion de vous dire merci pour tout ce que vous avez fait dans la patience et dans la sagesse pour que cette aide de l'Arabie Saoudite puisse parvenir là où nous sommes aujourd'hui. Commencés en 1996, les travaux de cette grande mosquée ont été interrompus pour manque de financement jusqu'en 2008, année au cours de laquelle ils ont timidement repris. C'est en 2012 que les travaux connaissent un véritable coup d'accélérateur grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Merci, merci pour ce geste important au nom du roi d'Arabie Saoudite. Le président de la République et le peuple de Côte d'Ivoire vous expriment leur profonde gratitude pour ce geste qui va permettre de terminer la réalisation de ce bel ouvrage destiné à Allah, qu'est la mosquée Salam du Plateau. Monsieur l'ambassadeur, à travers cet acte de grande solidarité, vous rapprochez nos peuples et vous les rapprochez d'un idéal commun qu'est la recherche de la paix à travers la religion musulmane. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant global de l'apport du Royaume d'Arabie Saoudite en vue de l'achèvement des travaux de la mosquée Salam du Plateau. La cérémonie de remise de chèques s'est achevée par la prière de 16 heures. Et rendons-nous maintenant à Ferké, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, où le maire de cette localité veut faire de sa cité une ville émergente. Il vient de mettre à la disposition de la population des infrastructures réalisées en leur faveur. Thérèse Tapeyoboué. Des salles de classe de fortune dans lesquelles les élèves du groupe scolaire résidentiel recevaient leur formation de base. Désormais, les choses vont changer. Le maire de la ville de Ferké vient de procéder à la remise officielle des clés d'un nouveau bâtiment aux responsables éducatifs. Ce bâtiment est entièrement équipé de tables-bancs et de bureaux pour les enseignants. Coût global, 30 millions de francs CFA. L'éducation est une obligation désormais. Il nous appartient maintenant, nous qui sommes collectivités décentralisées, d'assumer nos responsabilités, quand bien même que l'État ne nous transfère pas les moyens financiers. Les populations et les élèves ont dit merci au maire pour son appui à l'éducation. Après avoir passé plus de 10 ans dans la double vacation, notre école est enfin soulagée grâce à vous. Le maire de Ferké-Sédougou, qui entend faire de sa cité une ville émergente, a procédé à l'ouverture de plusieurs chantiers, notamment d'une gare routière, d'un centre de santé, d'une maison pour les retraités et d'un magasin de stockage de produits vivriers. La question de l'emploi jeune est inscrite au programme de la mairie avec l'ouverture d'une zone industrielle où 2 usines sont installées. Une usine d'égrenage de coton
d'une capacité de 40 000 tonnes et une rizerie où sont déjà employés 50 jeunes. Le maire de la ville a lancé un appel aux autres entreprises à venir investir à faire Késédougou. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.